Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et puisque nous sommes au tout début de cette merveilleuse invitation qui nous a été faite de réfléchir ensemble sur le rôle de l'imaginaire, je remercie l'ensemble des organisateurs pour cette initiative et nous souhaite un excellent colloque. J'ai le privilège de vous présenter M. Hamid Nedja, détenteur d'un doctorat de littérature française de l'Université Stendhal de Grenoble et doctorant depuis 2010 en sciences des religions de l'Université de Montréal, ici au Canada. M. Nedja a rédigé sa thèse sur l'imaginaire dans l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Depuis, ses grands thèmes de recherche et d'enseignement s'articulent autour des religions et mythologies comparées eurasiatiques, bouddhiste zen, christianisme, islam et zoroastrisme. On peut avoir accès à plusieurs communications et publications dans les actes de différents colloques internationaux qui ont été tenus en France, au Japon et au Canada, dont les thèmes sont autant d'éclairage sur le propos d'aujourd'hui. Points cardinaux et géographie des lieux, le soleil et la lune, Simor, le phénix persan, l'imaginaire du Nord, les rois mages et l'étoile miraculeuse de l'Orient, les mythes et rites de lumière, et bien sûr l'ombre de Zarathustra. Il nous entretient aujourd'hui de l'un des aspects les plus significatifs de l'œuvre de Gilbert Durand, l'imaginaire de l'espace et la notion corbinienne de mundus imaginaris, c'est-à-dire le monde imaginal. Monsieur Hamid Nedja. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de ce colloque prestigieux et tout particulièrement Monsieur Raymond Lapré qui m'a invité à me joindre à ce colloque il y a un an lors d'une rencontre à Sherbrooke. Comme ce colloque est un hommage à Gilbert Durand, ma présentation d'aujourd'hui sera à la fois témoignage et réflexion. Mes témoignages porteront sur cette expérience que j'ai pu effectuer et que je continue à le faire depuis septembre 1993. Ça ne me rajeunit pas, mais tant pis. Et cette expérience a commencé en effet au Centre de recherche sur l'imaginaire de l'Université de Grenoble au moment où, jeune doctorant en lettres modernes, j'entamais ma thèse de doctorat. Le premier cours que j'ai suivi dans ce centre fut celui du professeur Yves Durand, intitulé « L'exploration de l'imaginaire ». Et lequel m'a initié au fameux test AT9 dont il sera question au cours de ce colloque. Vous pourriez imaginer mon émotion d'aujourd'hui de me retrouver plus de 18 ans plus tard dans ce colloque d'hommage à Gilbert Durand à l'Université Saint-Paul où le professeur Yves Durand lui-même contribue à l'enrichir. J'ai néanmoins le regret de voir l'absence ici du professeur Philippe Walter, aujourd'hui directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire de Grenoble, et avec qui je suis resté en contact depuis pendant toutes ces années et pendant toutes ces périodes. Et la dernière fois, ça a été au mois de janvier quand j'étais à Grenoble pour un séjour de recherche. Et on a parlé de ce colloque et les résultats qui pourrait sortir de ce colloque d'hommage et réflexion à Gilbert Durand. Mais plus particulièrement, la première fois que j'ai pu rencontrer Gilbert Durand remonte à l'année 1994, à l'occasion d'un colloque où était également présent le professeur Pierre Brunel. 2 ans plus tard, en 1996, à l'occasion du 30e anniversaire de la création du Centre de recherche sur l'imaginaire de Grenoble, le CRI, j'ai pu m'entretenir quelques minutes, ces quelques minutes privilégiées, avec Gilbert Durand,
en tête-à-tête, qui me dédicaçait un de ses livres. Je me souviens très bien qu'il m'avait parlé avec beaucoup d'émotion ce jour-là d'Henri Corbin et de l'importance que son œuvre avait à ses yeux. Faisant référence à mes origines iraniennes, il m'avait dit alors Henri Corbin est mon maître spirituel et vous devez de vous pencher davantage sur son œuvre puisque il a travaillé sur votre culture. J'ai vu alors des larmes dans ses yeux et puis une émotion que je ne saurais décrire aujourd'hui. Mais le choix du sujet de ma présentation dans ce colloque est une réponse à ce souvenir et je tâcherai de mettre en dialogue quelques éléments de la théorie durandienne de l'imaginaire en ce qui concerne l'imaginaire de l'espace et la notion corbinienne de mundus imaginalis. L'un des aspects les plus significatifs de l'œuvre de Gilbert Durand concernerait l'imaginaire de l'espace. Celui-ci se caractérise chez Durand par des images spatio-temporelles qui provoqueraient leur profondeur. Il considère ainsi que tout espace pensé, donc imaginé, comporterait en lui-même maîtrise de la distance qui, abstraite du temps, spontanément et globalement enregistrée, devient dimension dans laquelle la succession du distancement s'estompe au profit de la simultanéité des dimensions. De ce fait, la profondeur n'est pas qualitativement distincte de la surface puisque l'œil se laisse tromper. L'espace serait ainsi constitutionnellement invitation à la profondeur. Mais pour Gilbert Durand, c'est en effet Henri Corbin, philosophe des religions, qui a le mieux fait ressortir, à partir de ses réflexions sur l'imaginaire et l'islam iranien, cet imaginaire spatial, ce lieu des récits visionnaires, à travers notamment sa notion de mundus imaginalis, inspirée de Nakoja Abad en persan, qui veut dire le nom ou le nom lieu, inspiré lui-même de l'œuvre de Sohravardi, le philosophe persan du XIIe siècle, et qui s'inscrit dans une perspective de l'imaginaire spirituel. Pour Gilbert Durand, ce mundus imaginalis, ce monde imaginal, exigerait une non-localisation symbolique représentant un ailleurs très particulier. Cet ailleurs se situerait entre l'univers de la perception sensible, fournissant des données empiriques, et l'univers des concepts de l'intellect. Sa fonction médiatrice est de nous faire connaître la région de l'être qui, sans cette médiation, resterait région interdite et dont la disparition entraînerait une catastrophe de l'esprit. Je cite Henri Corbin dans son livre « Corps spirituel et terre céleste ». Elle est, c'est-à-dire cette région, essentiellement puissance médiane et médiatrice, de même que l'univers auquel elle est ordonnée et auquel elle donne accès est un univers médian et médiateur. Un intermonde entre le sensible et l'intelligible, l'intermonde sans lequel l'articulation entre le sensible et l'intelligible est définitivement bloquée. Fin de citation. Pour Gilbert Durand, je cite, « La conscience dispose de deux manières pour se présenter le monde. L'une, directe, dans laquelle la chose elle-même semble présente à l'esprit, comme dans la perception ou la simple sensation. L'autre, indirecte, lorsque pour une raison ou pour une autre, la chose ne peut se présenter en chair et en os à la sensibilité. Comme par exemple dans le souvenir de notre enfance, dans l'imagination des paysages de la planète Mars, dans l'intelligence de la ronde des électrons autour du noyau atomique ou dans la représentation d'un au-delà de la mort. Dans tous ces cas de conscience directe, l'objet absent est représenté à la conscience
par une image au sens large du terme. Fin de citation. Mais Gilbert Durand fut un temps disciple d'un autre grand penseur de l'imaginaire français, Gaston Bachelard. Pour Gilbert Durand, la théorie de l'imagination de Bachelard est fondamentale, bien que cette théorie manque parfois, selon certains, de précision et de rigueur scientifique, et qu'elle soit fondée sur un regard particulier qui se rapproche plutôt d'un regard poétique et rêveur, ces ouvrages concernant l'imagination des éléments demeurent fondamentaux. La remarque que son disciple Gilbert Durand fait à ce propos nous semble particulièrement éclairante quand il dit par exemple, encore je cite Gilbert Durand, « Bachelard construit une analyse littéraire où c'est l'image qui vient éclairer l'image et crée ainsi une sorte de déterminisme transversal à l'histoire et à la biographie. Mais l'originalité de Bachelard et sa postérité fut de ne jamais sacrifier aux voix des sirènes structuralistes qui, voulant bien se libérer de l'agencement provoqué par la critique historiciste, n'en retombèrent pas moins dans les ornières du positivisme masqué des prétendues sciences de la littérature, grammatologie, sémiotique, phonologie, etc., où les pouvoirs poétiques de l'image se perdent de nouveau dans les arcans d'un système qui évacue la pluralité anthropologique au profit de ce nouveau monothéisme qu'est la structure abstraite de toute puissance. Celle-ci se veut sans père ni mère, mais en réalité se range platement dans une vieille logique binaire, obsédée par le syllogisme. » Fin de citation. On peut constater que l'imagination serait plutôt une faculté plus ou moins indépendante de la perception dans la pensée de Corbin, pour revenir sur la pensée de Corbin, qui, elle, fournit, selon Gilbert Durand, les images premières pour une création imaginative et imaginaire. Cette distinction nous amène à croire que l'imaginaire, pour Corbin, est un domaine radicalement différent et qui désigne tout autre chose. De quoi il s'agit ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit bien d'une faculté humaine permettant à certains d'atteindre un univers spirituel qui, à la fois, regarde l'homme et à la fois l'objet de contemplation de ce dernier. C'est pourquoi, au lieu d'utiliser le terme imaginaire, il emploie un terme latin, mundus imaginalis, ou son équivalent français, le monde imaginal, qui se distingue ainsi de l'irréel, de la fiction ou même du mythique. Il y a par conséquent trois modes pour Henri Corbin. Il y a par conséquent trois mondes différents dans la pensée de Henri Corbin. Le monde intelligible, où se manifestent les concepts de l'abstrait. Deuxième monde, le monde imaginal, intermédiaire, et non pas imaginaire, où se manifestent les représentations et les images issues de l'imagination active. Et enfin, le monde sensible, qui est le domaine des objets matériels et perceptibles par les organes de la perception. Henri Corbin précise par ailleurs la fonction de cet intermonde en soulignant cette différence avec l'imaginaire au sens courant du terme, c'est-à-dire l'irréel. Je cite Henri Corbin, son livre, toujours le même livre, Corps spirituel et terre céleste, quand il dit « Quant à la fonction du mundus imaginalis et des formes imaginales, elle est définie par leur situation médiatrice entre le monde intelligible et le monde sensible. D'une part, elle immatérialise les formes sensibles, d'autre part, elle imaginalise les formes intelligibles auxquelles elle donne figure et dimension. Le monde imaginal symbolise d'une part par les formes sensibles, d'autre part par les formes intelligibles.
est cette situation médiane qui d'emblée impose à la puissance imaginative une discipline impensable là où elle est dégradée en fantaisie, ne sécrétant que de l'imaginaire, de l'irréel et capable de tous les dévergondages. Fin de citation. On se trouve ainsi devant une dimension nouvelle de l'imagination, une dimension spirituelle. Cependant, ce n'est pas une particularité négligée par Durand, qui lui aussi attribue une certaine spiritualité à l'imagination. Mais contrairement à Corbin, Durand ne semble pas préconiser cette indépendance de l'imaginaire vis-à-vis de la perception. Pour Durand, il y a une corrélation, voire une interaction entre l'imagination et la perception. C'est ce qui différencie la conception de l'imaginaire de Corbin et celle de Durand. Je cite à nouveau Corbin pour faire ressortir davantage cette différenciation. On fait le pas décisif en métaphysique de l'imaginal et de l'imagination lorsqu'on admet que la puissance imaginative est une faculté purement spirituelle, indépendante de l'organisme physique et survivant par conséquent à celui-ci. Quelle est la puissance formatrice du corps subtil ou corps imaginal ? Fin de citation. Dès lors qu'on est devant une telle affirmation, une question se pose. Comment définir les caractéristiques des images provenant de cette faculté purement spirituelle ? Car si l'image n'est plus ce qu'on peut appeler l'objet de la perception, même si elle est la création pure de l'esprit, d'où vient-elle alors ? Autrement dit, comment peut-on concevoir une telle image ? Cette question trouve sa réponse dans une affirmation de Corbin, quand il dit, dans son livre, le même livre, Corps céleste et terre spirituelle, il est ici parfaitement exact de parler d'images métaphysiques. Or, celles-ci ne peuvent être reçues que par un organe spirituel. La solidarité et l'interdépendance entre l'imagination active, définie comme faculté spirituelle, et la nécessité du mundus imaginalis, comme intermonde, répondent à l'exigence d'une conception considérant les mondes et les formes de l'être, avec E majuscule, comme autant de théophanie. Dans la forme sensible, c'est alors la forme imaginale elle-même qui est d'emblée à la fois la forme perçue et l'organe de la perception visionnaire. Les formes théophaniques sont, par essence, des formes imaginales. Fin de citation. Il faut préciser également que cette conception de l'imaginaire exige des concepts conformes quant à l'espace et au temps, où se manifestent ces formes imaginales dont je viens de parler. Pour Corbin, il s'agirait, pour expliquer en quelque sorte cet espace, des lieux qui composent une géographie imaginale, celle qu'il appelle, justement, c'est le titre de son livre, Terre céleste. Je cite à nouveau Corbin. Si l'on prive tout cela de son lieu propre, qui est le mundus imaginalis, de son organe de perception propre, qui est l'imagination active, rien de tout cela n'a plus de lieu et par conséquent n'a plus lieu. Ce n'est plus que de l'imagination et de la fiction. Fin de citation. Et enfin, pour Gilbert Durand, ce qui est très remarquable dans la théorie de Corbin, c'est que l'imaginaire dispose ou accède à un temps spécifique qui échappe à l'entropie de la dissymétrie newtonienne, c'est-à-dire sans un après que nécessite un avant, et à une étendue figurative, le Nakoja Abad persan qui veut dire le non-ou, qui n'est pas identique à l'espace des localisations géométriques positives. Le monde de l'imaginaire que met en évidence l'étude des religions dans l'œuvre de Corbin constitue bien un monde spécifique, au fondement même du monde profane. Mais pour revenir davantage, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes, oui, rapidement. Le concept de mundus imaginalis de Corbin a été théorisé et justifié en s'inspirant de l'œuvre du grand philosophe
persan Sohravardi du XIIe siècle, et puis d'un autre grand maître spirituel de Corbin, Ibn Arabi. Dans ce mundus imaginalis, ou le monde imaginal, les choses et les formes sensibles, comme je viens de le dire, s'immatérialisent. C'est au XIIe siècle que le grand philosophe persan Sohravardi restaure la philosophie de la lumière et l'angélologie de l'ancienne Perse, basée sur l'enseignement de Zarathustra. Il y définit ce monde imaginal comme le monde des réalités spirituelles auxquelles n'ont accès que les mystiques et les initiés. Il s'agit là d'une géographie imaginale, ce lieu des événements de l'âme où se déroulent ces récits visionnaires relatés par Avicenne et d'autres grands mystiques, philosophes et poètes, qui se basent tantôt sur les sources écrites, tantôt sur les traditions orales. La géographie visionnaire concerne ainsi ce vaste territoire des visions de l'âme constituant un ensemble iconographique mental. L'un des exemples qui illustre peut-être le mieux ce mundus imaginalis de Corbin, c'est le mythe de l'île verte. Le mythe de l'île verte, relaté et cité dans les principales sources mystiques orientales, on va dire, depuis le IXe siècle, et sous différentes formes et appellations, est en effet considéré comme l'une des illustrations par excellence de cette géographia imaginalis persane conduisant au monde imaginal. Et pour atteindre cette île, il faut trouver la porte de ce monde imaginal, mais elle reste fermée et interdite, sauf aux initiés, lesquels, après une longue traversée contemplative des océans et des mers, pourront enfin arriver sur cette île dans un espace-temps qui nous échappe entièrement. La géographie qualitative de l'Iran des traditions mazdéennes que Corbin nous explique ainsi traduit certes un univers qui échappe complètement à une géographie réelle et positive de nos jours, mais témoigne d'un imaginaire spécifique où les points cardinaux semblent obéir à d'autres lois. On y voit également la nette valorisation du centre par rapport aux 4 points cardinaux traditionnels que sont le nord, le sud, l'ouest et l'est. Ce schéma puise ses sources, on le voit bien, dans une sorte de topographie céleste, conforme aux archétypes que l'on rencontre dans les traditions de la Perse antique. Le nom de Keshvar, par exemple, qui est choisi après le nom des 6 Saoshyant ou sauveurs, lesquels contribuent à la transfiguration du monde. Et pour Corbin, ces Keshvar, ces régions, ces territoires correspondent plutôt à des régions imaginales, ne restituent évidemment pas les caractéristiques d'une géographie réelle et configurent ainsi l'imago terrae que projette la perception imaginative. Je suis arrivé presque à ma conclusion. C'est le temps, voilà, c'est ça. Ok, je vais un peu sauter certains passages. Pour conclure, je dirais qu'il est question dans l'œuvre de Corbin, aussi bien que dans l'œuvre de Gilbert Durand, de dimension, de l'espace, des images, des représentations, et comme le qualifie lui-même Gilbert Durand, des régimes diurnes, des régimes nocturnes de l'imaginaire, le mundus imaginalis, l'intermonde, le lieu des mythes, lieu des événements mythologiques, lieu des récits visionnaires, lieu des expériences mystiques, lieu des visions spirituelles, enfin, lieu des rencontres métaphysiques, rencontres avec, par exemple, le prophète Khidr, que dans des traditions orientales, c'est un prophète qui guide Moïse et qui guide d'autres mystiques. Et aussi, on peut mettre dans la même perspective les apparitions de la Vierge Marie dans les traditions chrétiennes. Si la théorie de Durand permet de classer les images en régime diurne et nocturne, en héroïque et en mystique, et pour ceux qui connaissent les structures anthropologiques de l'imaginaire, autant de classifications et de subdivisions remarquables dans ces classifications, le mundus imaginalis, inspiré d'Henri Corbin, permet de dépasser dimensions et points cardinaux de la géographie positive de l'espace.
La géographie visionnaire de Corbin concerne ce vaste territoire des visions de l'âme, constituant un ensemble d'iconographie mentale que je viens de citer, et il est à noter que cet espace visionnaire du mysticisme est une particularité de l'imaginaire persane, datant du XIIe siècle et un peu avant pour les néoplatoniciens persans. Et plus particulièrement dans les concepts du schisme duodécimain, qui en est l'aboutissement théosophique. Ainsi, comme le souligne l'un des disciples de Corbin, cette fois-ci je cite Darius Shayegan, face à la connaissance scientifique, la voie mystique oppose une connaissance présentielle qui, procédant par élimination de tout autre que Dieu, atteint l'immatérialité de l'être. Face à la mathématisation de la nature, la vision théophanique de l'ange, qui fait de la nature un monde enchanté. Face aux pulsions qui déterminent l'anthropologie moderne, le monde érotico-mystique qui transmue l'amour humain en amour divin ou éros transfiguré. Et face à l'historicisme, elle oppose des événements originels qui se situent entre la préhistoire de l'origine et la post-histoire du retour. Fin de citation. Ainsi, les points cardinaux de l'espace se résument-ils dans ce centre, lequel semble être, en fin de compte, la quintessence des directions géographiques de cette Geographia Imaginalis persa. Le centre reste étroitement lié aux 4 points cardinaux de l'espace, mais leur rapport se révèle comme le rapport entre le qualitatif et le quantitatif. C'est donc ce centre qualitatif et régulateur qui donne, dans la pensée de Henri Corbin, sens au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, bref, à notre géographie positive, donnant naissance ainsi à l'espace cosmique originel et sacré que partagent bon nombre de cultures et religions de l'humanité. Je vous remercie. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre Corbin et Durand et de quelle façon ce rapprochement a eu lieu, pas en détail en tout cas, mais le témoignage que je vous ai raconté le jour où j'ai rencontré Gilbert Durand et les propos qu'il a eus au sujet de Corbin m'ont fait comprendre qu'à un moment donné, la vision anthropologique de Durand sur les mythes ont commencé à prendre une direction plus spirituelle. Donc, qu'il y ait dans la pensée de Corbin des mots durs sur les mythes ou autres, ou que dans la pensée de Durand avant la rencontre avec Corbin, il n'y a pas de place à ce genre de définition ou de dimension spirituelle dans l'imaginaire, c'est une évidence, mais je pense que ça ne concerne qu'une courte durée. Évidemment, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, nous avons des références au symbolisme chrétien, mais qui peut-être restent une sorte de classement des images sans aller un peu plus loin, bien que l'œuvre soit très très profonde. Juste pour terminer sur une note de confidence, j'ai posé la question à Gilbert Durand en lui disant « Mais Monsieur Durand, vous savez, j'ai lu votre livre, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, au moins 4 fois pour comprendre, puisque c'est extrêmement laborieux et dense. Pourquoi vous ne l'avez pas écrit de manière un peu plus simple, un peu plus accessible ?» Et il m'a dit « Ne le dites à personne. » Bon, après 18 ans, je pense que maintenant je peux me permettre.
Si aujourd'hui je devais le réécrire, ce livre-là, je ne l'écrirais pas de la même manière. Sous-entendu qu'entre-temps, il y a eu une évolution de la pensée. C'est comme cela que j'explique ces mots durs de Corbin par rapport au mythe et le rapprochement entre Corbin et Durand. Ce qui est sûr, c'est que pour Durand, Henri Corbin était un maître à plusieurs dimensions. Peut-être sur le plan spirituel et sans doute sur le plan de la pensée. C'est sûr qu'après la rencontre avec Corbin, l'imaginaire de Durand n'était plus le même et qu'il a pris des dimensions supplémentaires et personnellement, je pense que ça a énormément enrichi son œuvre, ce que lui-même reconnaît volontiers. Merci beaucoup.